entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement sur la question de l'égalité professionnelle, qui est le thème de cette rencontre. Alors, tout au long de la soirée, des interventions de femmes salariées, de militantes associatives, syndicalistes, de sociologues vont se succéder, soit sur scène. Je vous présenterai tout au long de la soirée les personnes derrière moi, et soit en vidéo sur l'écran. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Merci Julia, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir malgré le coronavirus. Et on voit que quand même ça a un impact sur les réunions publiques que nous organisons. Donc bravo pour avoir quand même bravé le virus. Et je vous rassure, Marie-Georges et moi n'étions pas à l'Assemblée nationale les 4 et 5 mars dernier, jour à partir duquel le virus est entré dans l'hémicycle. Donc nous ne sommes pas infectés. Et si Marie-Georges tousse, c'est parce qu'elle a la bronchite. Voilà. Alors je voudrais remercier l'ensemble des intervenants, des salariés, des syndicalistes, des militantes féministes, et ma camarade Marie-Georges Buffet, députée, et puis évidemment Hélène Billard et la commission féministe du PCF pour l'organisation de cette initiative. Je vous remercie donc à toutes et tous d'être venus, saluer Laurence Cohen, sénatrice, Pierre Laurent, sénateur, les élus de la ville de Paris, et je ne vais pas citer tout le monde, sinon je vais en oublier. Le 8 mars, c'est la journée internationale de défense des droits des femmes, et c'est toujours un moment important pour faire le point sur ce qui avance, sur ce qui recule et sur les mobilisations. Et nous pouvons le dire, ce 8 mars 2020 sera d'un cru exceptionnel, car ces dernières années, ces derniers mois même, les femmes ont été à la tête de nombreuses mobilisations, à la tête de nombreux combats, et je voudrais ici les saluer. Nous les avons vues, les femmes, à la tête des mobilisations des Gilets jaunes, portant souvent la colère des femmes qui voient leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. Ce sont elles qui ont bien souvent organisé la solidarité sur les ronds-points, organisé les marches, porté les revendications sur le montant des salaires ou des allocations qui stagnent quand les factures, elles explosent. Nous les avons vues, ces étudiantes, prendre la tête des cortèges pour exiger de meilleures conditions de travail et d'études et refuser la loi Blanquer. Nous les avons soutenues aussi, ces blouses blanches, bien souvent des femmes, défendre des conditions de travail dignes dans les hôpitaux ou les EHPAD, tout simplement pour pouvoir faire leur métier correctement. Et nous avons été aussi touchés, meurtris même, par celles qui ont exprimé avec rage leur colère suite à des agressions sexuelles, sexistes, que la société refuse encore de prendre en compte avec des moyens à la hauteur. Je voudrais à ce titre saluer ici toutes ces femmes, de Sarah Bidbol à Adèle Adèle, qui vont chercher au plus profond d'elles-mêmes des choses douloureuses, non pas pour se plaindre, mais pour que ça change et pour que la peur et la honte changent de camp. Ce cri, nous devons l'entendre, car comme l'a dit l'autre jour la journaliste Julia Foy, le véritable enjeu de MeToo, ce n'est pas seulement que la parole se libère, mais surtout que les oreilles se débouchent. Dans toutes ces professions, dans tous ces milieux, sur les ronds-points ou dans les hôpitaux, dans les usines ou lors des Césars, des femmes ont émergé, fortes, dignes, justes, car elles ont été à la tête de nombreux combats et sur tous les terrains. Et c'est bien pour cela qu'elles font progresser toute la société. Et c'est d'abord l'émergence de toutes ces femmes, de toutes ces militantes que le Parti communiste français tenait à saluer ce soir. Alors je le redis ici, bravo à vous toutes. Oui, ce combat est le nôtre et avec vous sur tous les sujets, et nous sommes avec vous partout dans la société. Il nous a semblé qu'un éclairage particulier sur les enjeux de l'égalité professionnelle était aujourd'hui nécessaire au regard des freins, voire des reculs que notre pays connaît en la matière. Pour nous, la revendication d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris au travail et dans l'entreprise, est une exigence profondément révolutionnaire. Et toutes les avancées que nous arrachons en matière d'égalité professionnelle,
qui ne se résume pas à l'égalité salariale, j'y reviendrai, constitue un pas vers une nouvelle société libérée de toutes les formes de domination. C'est dans cet esprit que j'ai tenu à rencontrer les femmes au travail dans le cadre de mon tour de France des entreprises engagé en juillet dernier à travers tout le pays, qui m'a amené à me déplacer dans déjà 10 départements. Nous avons rencontré ces femmes de Bordeaux menacées de licenciement par la direction de leur crèche associative parce qu'elles refusaient unanimement un nouveau contrat de travail les obligeant à travailler plus sans augmentation de salaire. À l'hôpital de Valence, dans la Drôme, ou à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, j'ai entendu ces infirmières, aides-soignantes et médecins dire leur épuisement, leur colère de ne plus avoir les moyens ni le temps de s'occuper de leurs patients parce qu'il manque des postes, du matériel et parce que les logiques comptables ont pris le pas sur les soins. Elles m'ont parlé les larmes aux yeux en exprimant leur épuisement au travail et en avouant même que la question des salaires n'était plus prioritaire car l'urgence était d'abord d'embaucher du personnel. Et dire que le président de la République a fait mine de découvrir avec l'épidémie du coronavirus l'importance de notre système de soins et à quel point cet état de tension qui existe dans nos hôpitaux fait non seulement courir des risques à tous les personnels, mais aussi à la nation tout entière. Quand ce gouvernement va-t-il enfin prendre en compte ces cris de détresse et de colère? J'ai entendu aussi ces mêmes révoltes dans les paroles de salariés postés à l'usine, chez Renaud Doué par exemple. Elles m'ont montré la photo d'une paire de chaussures de sécurité utilisée par une ouvrière depuis 3 semaines, taille 39 pour le pied gauche, taille 41 pour le pied droit, parce qu'il n'y a pas assez de chaussures de sécurité. Elles m'ont raconté aussi comment elles étaient obligées dans cette usine de produire un certificat médical quand elles travaillent à la chaîne avec des postes et des pauses de 5 minutes chronométrées. Elles sont obligées de produire un certificat médical pour bénéficier d'une pause plus longue quand elles ont leurs règles. Voilà où nous en sommes encore en France au XXIe siècle dans l'un de nos fleurons industriels où l'État est actionnaire. Je pense aussi bien sûr au combat des salariés de la Caisse d'épargne qui revendiquent l'égalité salariale et professionnelle et qui mène un combat à l'initiative de la CGT et épaulé par 2 avocats. Voilà là, dans cette entreprise, un cas concret qui montre que l'index Pénicaud, qui donne des notes en fonction des engagements des entreprises sur l'égalité professionnelle, n'est qu'un artifice de plus, une opération de com' d'un gouvernement qui a choisi son camp, celui de la finance et certainement pas celui du monde du travail. Car avec cet index, dont on parle beaucoup aujourd'hui, à l'occasion de cette journée internationale des droits des femmes, des entreprises arrivent à avoir des bonnes notes, allant de 90, voire même 100 sur 100, alors que des inégalités importantes subsistent. C'est le moyen pour elles, avec cet index, de s'acheter une bonne conduite à bas prix et d'éviter les sanctions financières. Elles en parleront tout à l'heure, mais cette lutte exemplaire est à multiplier dans d'autres entreprises. Car cette lutte montre que ces inégalités salariales perdurent aussi parce que les femmes évoluent moins vite que les hommes dans l'entreprise. Elles accèdent plus tardivement, voire jamais, à des postes de responsabilité. À la Caisse d'épargne, par exemple, en 2018, les hommes gagnaient en moyenne près de 18% de plus que les femmes, soit près de 700 € de plus par mois en moyenne. Mais ces écarts de salaire sont justifiés en partie par la direction, par le fait que les hommes bénéficient de salaires plus élevés car ils occupent des postes à responsabilité, avec des salaires qui vont avec. Or, dans la promotion professionnelle, les hommes bénéficient de 56% des promotions, alors qu'ils ne représentent que 38% des effectifs. C'est ça, la vérité. C'est ainsi que nous disons que ce n'est pas que l'égalité des salaires qu'il faut exiger. C'est aussi la parité dans les postes à responsabilité qu'il va falloir imposer dans le monde de l'entreprise. Disons-le clairement, le combat pour l'égalité professionnelle n'est pas nouveau. Depuis la loi Roudy en 1983, il y a eu en tout 13 lois successives sur ce sujet. 13 lois.
13 lois en 40 ans, certes, quelques avancées ont été enregistrées. Mais on voit bien aujourd'hui le peu d'efficacité de toutes ces lois bafouées, piétinées, contournées dans les entreprises privées comme dans le public. La vérité, c'est qu'après 13 lois, les femmes voient toujours leur salaire inférieur de 23% en moyenne à celui des hommes. La vérité, c'est que les femmes sont concentrées dans 12 familles professionnelles sur 87, mal reconnues et évidemment sous-payées, occupant des postes moins qualifiés, moins valorisés. La vérité, c'est que le temps partiel est majoritairement subi par les femmes. Elles sont aujourd'hui des millions à survivre avec un 80% et un salaire de 800 à 900 euros par mois, comme le vivent par exemple les salariés de la multinationale Honnête chargés du nettoyage et qui témoigneront tout à l'heure. Dans ce contexte, nous avons la conviction, au Parti communiste, que ce combat est à la fois une condition d'un profond changement de société, mais que sa conduite exige tout autant de rompre avec les politiques libérales. Le système capitaliste, ce modèle économique qui est au bout de son histoire, maintient les femmes dans un carcan insupportable. Nous ne voulons plus d'artifices, de prétendues lois qui permettent en fait au système en place de pérenniser ces injustices indignes de notre siècle. Et la bataille contre la retraite à points est à ce titre un enjeu majeur pour notre pays et pour les femmes. Car ce projet, dont nous souhaitons toujours le retrait, et pour le moins que le peuple soit consulté par référendum, est non seulement un immense recul de société, avec l'individualisation des droits, mais c'est aussi la case de solidarité entre les générations, entre les salariés. Ce projet est aussi une arme redoutable pour aggraver les inégalités femmes-hommes. Car les chiffres parlent d'eux-mêmes. La pension de retraite moyenne des femmes s'élève aujourd'hui à 932 € contre 1603 € pour les hommes. Les carrières hachées, plus courtes, les salaires inégaux conduisent à des écarts de retraite de l'ordre de 42% et l'écart est de 29% si on ajoute la pension de réversion. Avec la retraite à points, avec le calcul des pensions sur l'ensemble de sa carrière, et donc en prenant en compte les pires années au lieu des meilleures aujourd'hui, les 25 meilleures dans le privé et les 6 derniers mois dans le public, c'est évidemment une nouvelle aggravation des inégalités de la vie professionnelle qui se profile jusqu'à aboutir à des pensions de misère. C'est pourquoi nous avons formulé des propositions pour améliorer le système actuel de retraite. Car soyons clairs, si nous ne voulons pas de cette réforme par points, nous ne voulons pas non plus de statu quo en matière de réforme des retraites. Oui, il faut garantir une retraite digne pour toutes et tous dès 60 ans, avec une retraite minimum qui ne doit pas être inférieure au SMIC. Voilà le niveau d'exigence que nous devons avoir en matière de retraite. Et oui, c'est possible d'augmenter la part des richesses de notre pays consacré aux retraites, et c'est même le défi de ce siècle pour tenir compte de l'allongement de la durée de la vie. Mais pour cela, il faut révolutionner ce système économique et prendre le pouvoir sur l'argent. Il faut appliquer strictement l'égalité salariale femmes-hommes, ce qui permettrait déjà de faire rentrer 6,5 milliards d'euros de cotisations pour le régime général des retraites. Il faut bien sûr augmenter le SMIC, et nous le proposons de l'augmenter de 20%, car il concerne majoritairement les femmes parmi les salariés, et cette hausse du SMIC permettrait une recette de cotisation de 3 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Il faut enfin s'en prendre au capital en modulant les cotisations sociales de telle sorte que seraient pénalisées les entreprises qui organisent l'inégalité professionnelle et l'inégalité salariale. Cette proposition de modulation des cotisations sociales en fonction de la politique de l'entreprise sur l'égalité salariale femmes-hommes alimenterait de 30 milliards d'euros notre système de retraite. Vous le voyez, le Parti communiste n'a aucunement vocation à regarder les trains du libéralisme passé. Nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous sommes un parti de proposition sur le plan local comme sur le plan national, et notre objectif, c'est de mettre en œuvre ces propositions. Sur le plan local, le Parti communiste met en avant 30 propositions précises pour les élections municipales à venir.
soutien aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes, aide à la parentalité, sortie de la précarité des métiers féminisés, objectif de répondre à 100% des demandes de place en crèche d'ici 26. Voilà quelques-unes de nos propositions élaborées et mises à disposition par le Parti communiste français à toutes les listes et disponibles sur notre site internet. De nombreuses élus communistes en responsabilité dans les villes ont beaucoup travaillé sur ces questions et je tiens à les saluer car elles nous font tous et toutes progresser dans ce domaine. Et puis il y a aussi des combats à l'échelle nationale. Et je voulais dire ici un mot sur la mère de toutes les batailles, une question qui nous semble importante. Je veux bien sûr parler de l'allongement du congé de paternité et du partage équitable du congé parental. Car vous le savez, en ce domaine, la France est loin du compte et les femmes sont souvent bien seules pour assumer la charge parentale. La France est à la traîne en Europe avec un congé paternité non obligatoire et de seulement 11 jours consécutifs, week-end compris, et de 18 jours pour les naissances multiples. À titre de comparaison, en Espagne, cette durée devrait bientôt être alignée sur celui des mamans, c'est-à-dire 16 semaines, c'est-à-dire 112 jours contre 11 en France, c'est 10 fois plus que dans notre pays. La Norvège, elle, offre 14 semaines de congé paternité pour le papa, rémunéré à la hauteur de la totalité du salaire. Quant à l'Islande, grand pays d'Europe, c'est 3 mois rémunérés jusqu'à 80% du salaire. Voilà l'horizon que nous devons nous fixer pour une réelle égalité entre les hommes et les femmes, et aussi pour les jeunes générations qui le demandent. Mais ce congé paternité ne doit pas seulement être allongé, comme nous le demandons, il doit être rendu obligatoire. C'est comme cela que l'on supprimera pour les femmes cet odieux risque maternité brandi au moment de l'entretien d'embauche. Oui, il faut le rendre obligatoire pour les hommes, car trop souvent encore, les pères renoncent à ce droit par peur de leur employeur, notamment pour ceux qui sont en contrat précaire. Cette égalité placerait en plus les femmes et les hommes dans la même situation d'apprentissage et susciterait un sentiment de responsabilité partagée pour la fameuse charge mentale. C'est comme cela que l'on contribuera à remédier à cette inégalité devenue anachronique dans la répartition des tâches parentales. Vous le voyez, des solutions existent, pour peu qu'on veuille bien les mettre en œuvre. Des textes de loi ont été proposés, déposés, sur toutes ces questions, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, par nos camarades députés, je pense à Marie-Georges Buffet, Laurence Cohen, Elsa Fossillon, qui ont travaillé sur tous ces sujets. Toutes ces dispositions que nous proposons dans le monde du travail, bien sûr, pour les faire vivre, nécessitent obligatoirement de donner plus de pouvoir aux salariés dans les entreprises, avec des instances spécifiques où les organisations syndicales peuvent négocier avec leur direction sur toutes ces questions. Bien sûr, il faut aussi prévoir de vraies sanctions pour les entreprises qui discriminent, des sanctions financières envers les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale et donc qui dysfonctionnent. Si on ne les tape pas dans le porte-monnaie, les actionnaires ne bougeront jamais. C'est ainsi que nous avons réussi à assigner Bernard Arnault devant la justice, par exemple, pour non-publication des comptes de son immense empire financier. Et nous avons gagné. Peut-être faudra-t-il un jour, et je suis disponible pour cela, le faire à l'encontre de ces grands groupes qui, au-delà de leur communication institutionnelle, maintiennent sciemment les inégalités femmes-hommes en matière de carrière, de salaire et d'accès aux postes de responsabilité. Vous le voyez, nous avons des propositions pour engager toute la société dans une nécessaire transition féministe qui structure un véritable changement de société. Plus que jamais, dans une société dévorée par les dominations, par les gâchis, nous voulons une révolution féministe, comme nous voulons une révolution économique, une révolution sociale, écologique, démocratique. Mes chers amis, mes chers camarades, nous débutons cette soirée
Et je conclurai en disant que pour eux, c'est la finance, pour nous, c'est l'humain d'abord. Alors unissons-nous pour faire gagner dans la société française l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Je vous remercie.